La méthode de Gasquet, elle est complexe. Quels conseils tu donnes pour la pédagogie? Par quoi on commence en fait quand on veut faire du de Gasquet? Bienvenue sur cette vidéo. Sachez qu'il existe une version commentée de cette interview. Vous retrouverez le lien en description. Je vous souhaite une bonne écoute. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Bonjour Bernadette, bienvenue et un énorme merci d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup et bonjour à toutes. Je crois qu'il y a quelques personnes qui vont participer indirectement. Oui, alors on peut penser qu'il y aura environ 2500 personnes, professeurs de yoga pour la plupart, qui vont écouter cette interview. Donc voilà, c'est une belle audience. Pour moi qui suis kinésithérapeute, tu es la référence de la rééducation périnéale. Et c'est assez drôle parce que tu n'étais même pas liée au yoga. J'ai découvert des années après que tu parlais yoga aussi. En fait, je ne savais même pas que c'était l'origine de ton histoire. Moi, chaque fois qu'on me demande pour un article ou autre chose de me présenter, comment on vous présente? Médecin, professeur de yoga. Je le dis chaque fois. Ouais. Alors que finalement, la chronologie, c'est plus professeur de yoga et puis médecin. Et finalement, pour moi, tu vois, tu es plus reconnu sur la partie médicale. Mais tu es également très connu pour le grand public, parce que tu es un auteur prolifique avec une quinzaine d'ouvrages à ton actif, et notamment les célèbres abdominaux arrêtez le massacre et périnée arrêtez le massacre. Et puis récemment aussi des associations avec des judokas. La championne olympique Clarisse Agbenenou, avec un livre qui s'intitule Maman et sportive, et puis avec Teddy Riner, La puissance insoupçonnée du gainage. Pourquoi cette collaboration avec des judokas plus particulièrement? C'est un peu le hasard. C'est parce que j'ai une formatrice, Marie Bourgeon, qui est ostéopathe et qui était l'ostéopathe de Teddy et qui connaissait Teddy et les gens qui gravitent autour, et qui a essayé de passer un peu des messages, de voir autrement leur préparation. Et très vite, Teddy a compris. Et le point commun, ce qu'il me dit, j'ai beaucoup d'écoles de judo, je vois beaucoup de jeunes, et je sais bien que sur le lot, il y aura peut-être un élu, mais beaucoup d'autres qui restent sur le tapis, et il vaudrait mieux qu'ils ne soient pas cassés. Donc, c'est son exigence de faire un sport qui soit pas trop mauvais surtout pour les jeunes. Oui. C'est là que j'ai rencontré. D'accord, oui, ça fait complètement sens avec ton travail dans le monde du yoga. Tu n'étais pourtant pas du tout prédestinée à un tel parcours dans le yoga, disons, santé ou le yoga médical. Et tu as débuté par des études d'économie et de sciences politiques. Alors, comment as-tu découvert le yoga? À quel moment de ton parcours? Alors, j'ai découvert le yoga en arrivant à Paris en 67. J'étais donc jeune, mariée, toute jeune, et arrivée à Paris un peu perdue depuis ma province. Là, j'étais pas, comme j'étais mariée, etc., j'étais pas comme une étudiante ordinaire. Donc, j'ai eu à ce moment-là l'occasion de rencontrer dans le sport qui était obligatoire à la fac un prof qui intégrait déjà des petites notions de yoga, et autant la gym de base ne m'intéressait pas. Je trouvais ça très très lourd de courir, de transpirer, vraiment c'est pas mon truc. Et avec cette prof, ça peut m'intéresser. Et donc j'ai cherché des cours, mais c'était en 67, donc pas du tout tendance, pas du tout jeune. Et je suis tombée sur une prof qui était une élève de Van Lisbeth, et je dis ça a un sens pour moi, et j'ai continué. Et puis mes collègues de bureau m'ont demandé de leur faire des petits cours comme ça, et j'ai eu envie d'enseigner, donc je me suis formée, secondairement. Et là, j'étais seulement économiste et je travaillais au télécom. Voilà. Et est-ce que tous les aspects du yoga t'ont intéressé dès le début, à savoir l'aspect respiratoire, postural, un peu plus méditatif? Non, c'était purement posturaux-respiratoire.
c'est un petit peu daté aussi, c'est-à-dire si on regarde les livres de Van Lisbeth, d'Eva Rushpohl, c'était vraiment sur le côté physique, c'était l'adaptation du yoga au monde occidental, et à l'époque la méditation n'était pas du tout dans l'air du temps. J'étais peut-être très jeune aussi, donc c'était pas. Donc j'ai vraiment travaillé sur le côté posture, respiration. Et c'est à l'occasion de mes accouchements que j'ai évolué vers du questionnement, parce que ce que j'avais vécu et ce que j'avais ressenti, c'était juste l'inverse de ce qu'on demandait aux mamans au moment d'accouchement. Voilà, je prends toi parce que j'ai écrit ça plusieurs fois, donc je vais pas. Oui, excuse-moi de te couper, mais tu sais, quand j'ai préparé cette interview, les questions que j'ai eues tournaient encore autour des mêmes questions. C'est pourquoi est-ce qu'on expire à l'accouchement, par exemple, hein. J'ai eu ce genre de questions. Donc, si tu veux développer, c'est le bienvenu. Oui, donc je redirai un petit peu les différentiels. Et donc, voilà, avec ces maternités, j'ai été amenée à faire des cours avec des futures mamans. Et dans la maternité, on se rend compte que la posture doit être extrêmement juste d'un point de vue biomécanique. Quand je dis juste, ça ne veut pas dire qu'il y a une posture vraie. Il faut l'adapter à chaque femme et à chaque couple maman-bébé. Et finalement, l'adapter pratiquement au jour le jour, parce que ça change. Mais on a des signaux immédiats. Là, il y a un truc qui ne va pas parce que on respire pas bien, on a une contraction, on a une douleur, on a un reflux, voilà. Donc, ça oblige à être extrêmement précis, extrêmement dans l'observation de la personne. Et c'est en 80, après la naissance de mon troisième enfant, que j'ai rencontré aux Assises du Yoga Jacques Thiebaud. Et quand je l'ai rencontré, comme il était tout à fait dans la biomécanique des postures, pourquoi on fait ça? Qu'est-ce qu'on en attend? Pourquoi on l'obtient pas? Comment obtenir les mêmes effets avec des postures aménagées? Et ça m'a parlé énormément puisque c'est ce que je faisais tout le temps avec les femmes enceintes. Et donc après on a travaillé ensemble et je me suis arrêtée là, c'était mon maître. Voilà. Et après j'ai, à partir de ces bases, développé aussi en regardant dans l'anthropologie, en allant voir dans beaucoup de pays où il reste des pratiques traditionnelles, j'ai pu enrichir mon expérience personnelle. Et finalement, pour raccourcir un peu, mais les mamans que j'avais en cours de yoga, puisque c'était pas de la préparation à l'accouchement, étaient ravis, mais arrivés à la maternité, on leur demandait juste l'inverse, en termes de posture et respiration. Ce qui fait que, au bout d'un moment, je me suis dit, mais est-ce que je leur rends vraiment service? Et je me suis dit, non, je ne pouvais pas discuter avec le monde médical. Je n'avais pas le langage, on ne se comprenait pas. Quand je dis que l'accouchement, c'est forcément une expiration, pour moi, expirer, c'est ça. Et en face, on entend ça. Donc, à l'arrivée, ce n'était pas cohérent. Et donc, c'est comme ça que, voilà, 38 ans après mes 3 enfants, je me suis dit, est-ce que j'arrête tout ou est-ce que je me donne les moyens de communiquer avec le monde médical? Et donc, c'est là que j'ai tenté médecine. Tenté. Réussi, oui. Si je veux faire tout, c'est-à-dire aussi bien le genou, le diaphragme que l'accouchement, je peux pas être kiné seulement ou sage-femme seulement. Donc finalement, j'ai décidé de faire des études de médecine générale, enfin médecine, et de tenter. Et puis j'ai réussi le concours du premier coup, donc après on est parti pour 8 ans. Et j'ai fait ma thèse, c'est ça qui est intéressant dans l'histoire finalement, c'est sur l'incontinence et l'accouchement. Et donc le problème du périnée, je suis devenue entre guillemets spécialiste du périnée en quelques temps, juste, et
Et tout ce que j'ai développé autour du périnée, en fait, c'est beaucoup plus dans le yoga que dans ce que j'ai appris en médecine. Oui. On passe très 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 vite sur le périnée. Mais c'est ça que je trouve absolument fabuleux dans ton parcours et que j'aimerais vraiment que nos auditeurs comprennent, c'est que ta vision du périnée, de la grossesse, de la maternité, elle t'est venue par le yoga, par ton ressenti, par tes expériences que tu en as faites, et ensuite tu as appris la médecine. C'est pas par la médecine que c'est venu. C'est-à-dire que je pense que j'ai eu beaucoup de chance parce que quand j'étais toute seule pour mes 2 premiers accouchements, et à l'hôpital, j'ai jamais voulu être marginale et différente. Et à l'époque, la question ne se posait pas d'accoucher ailleurs qu'à la maternité. Et vraiment, c'est cette expérience-là. Si on m'avait dit à côté, allez, maintenant tu bloques, tu bouges, je l'aurais fait. Je n'étais pas quelqu'un qui arrivait avec des a priori. Et bon, j'ai eu personne pour me dire depuis quand j'étais à dilatation complète, quand est-ce qu'il fallait commencer à pousser. Bon, j'ai juste suivi ce qui était en train de se passer. Et c'est après que j'ai appris, mais non, c'est pas comme ça. Il faut s'entraîner, il faut bloquer, il faut pousser, il faut travailler les abdos, etc. Et en fouillant un peu dans l'histoire de l'obstétrique, je me suis dit, c'est bizarre, mais voilà, je suis pas la seule. J'ai trouvé des films d'accouchement qui ressemblaient aux miens. Je dis, je suis pas toute seule, je suis pas anormale. Et du coup, je dis, pourquoi est-ce que c'est si divergent? Et voilà, c'était tout mon questionnement. Et c'est vrai que sur le périnée, à l'époque, c'était les débuts de la rééducation périnéale en France. Et c'était très scolaire, entre guillemets, voilà, c'était du descriptif. Et au départ, c'était les hommes qui ont commencé à faire la rééducation périnéale. Tu as beaucoup travaillé d'ailleurs avec Alain Boursier qui a introduit la rééducation périnéale en France. Et là, c'est pareil, une autre grande idée phare que tu as transmise et qu'il faut vraiment que nos lecteurs comprennent, c'est que tu as mis le périnée au sein d'une vision globale posturo-respiratoire, alors que aux prémices de la rééducation périnéale, le périnée était vu comme un muscle isolé qu'on travaillait de manière très segmentaire, voilà, et qu'on n'incluait pas du tout dans cette globalité posturo-respiratoire. Oui, c'est ça. En 84, en 80, j'ai rencontré Alain Boursier. J'ai trouvé fabuleux qu'on puisse évaluer son périnée. Je trouve ça vraiment incroyable parce que c'est difficile, c'est intérieur pour nous. Et on ne sait pas, en plus on n'a pas de comparatif, pourtant on n'est pas d'un milieu professionnel. Bon, donc on ne sait pas si c'est normal, pas normal. Et on m'a dit, tu peux évaluer ton périnée comme ton biceps ou autre chose. Voilà. Je trouvais ça hyper intéressant. Et donc, je suis allée voir Alain Boursier qui a fait un testing avec biofeedback. On regarde la contraction et le relâchement du muscle dans une seule position, toujours la même, qui pour moi est la pire. Mis assise, les jambes écartées. Et là, je lui ai dit, oui, mais ce périnée-là, le mien, là, qu'est-ce qui devient si je suis à 4 pattes, accroupie, si je respire, si je mets les abdos, les fessiers, etc. Et ça, c'était nouveau pour lui, c'était pas poser la question. Et donc, on a commencé, d'abord sur moi, comme ça, à tester en fonction des postures, etc. Et puis, en 1984, on a fait un film avec une de mes élèves qui était enceinte, vraiment fin de grossesse, qui maîtrisait très bien son périnée. Et ça s'appelle le périnée féminin, élément de prévention des prolapsus. Et c'était beaucoup trop tôt. Et déjà, le réalisateur était affolé quand il faut filmer le périnée en gros plan. Et voilà. Et c'est ce film qu'on peut d'ailleurs voir encore sur certains de mes programmes, parce que il y a tout dedans, en fait, les positions, la respiration, les adducteurs, j'ai essayé la poussée, etc. Mais c'est vrai que c'était juste, voilà, on contracte, on relâche, dans une seule position. C'était une vision très, très, très,
comme le biceps, quoi. Ouais, isolé, analytique de la rééducation périnéale, ouais, bien sûr. Et dans les grandes rencontres, tu as aussi rencontré Kapanji. Alors pour les étudiants en kiné, c'est notre cauchemar, hein. On étudie ces ouvrages de biomécanique dans le détail. Et alors, est-ce que tu peux nous dire un mot sur cette rencontre? Alors, je l'ai rencontré dans un congrès en Suisse. Et alors, j'ai plus la date en tête, mais c'était dans les débuts des années 2000. Et je lui ai offert mon livre, Abdominaux arrêtés bas sacre, qui était sorti en 2003, donc c'est pour ça que je le situe, c'est un peu après. Parce que dans ce livre, je prenais comme schéma d'anatomie des abdos les schémas de Kapanji, avec le citation bien sûr, etc. Je lui offre un usage, je vous remercie, voilà. Et je pensais qu'il allait mettre ça dans un coin, parce que j'étais pas connue, moi j'étais toute petite. Et pas du tout, il me rappelle et il me dit, à la lecture de votre livre, je me rends compte que dans les livres d'anatomie du mouvement, enfin c'est physiologie articulaire, le tronc, la tête, c'est ça. Et les membres, dans le tronc, j'ai oublié le périnée. En fait, presque tous les auteurs, y compris Calais Germain, avaient oublié le périnée dans l'anatomie du mouvement. Et donc, il a voulu le retravailler avec moi et on a fait des choses assez rigolotes sur le losange de Michaelis avec des gommettes et 1 centimètre de couturière. Enfin, Kapanji c'était extraordinaire à ce niveau-là. Il avait un côté manuel, un côté d'illustrer beaucoup les choses. C'était fabuleux. Et il a dessiné pour moi le périnée en fonction des positions des fémurs, parce que, voilà, en fait, on a toujours la même vue du périnée d'habitude dans les planches d'anatomie. Et en fonction de la rotation des fémurs, qui est aujourd'hui sur tous les réseaux, mais bon, j'en ai parlé en 94 pour la première fois. Et en fonction de ça, effectivement, elle a dessiné le périnée, ce qui se passait dans le périnée et le bassin. Voilà. Et ça, on peut le retrouver dans la vidéo de l'Université de Lyon, Anatomie 3D. C'est pas mutation contre mutation, c'est fait d'après les schémas de Kapanji. D'accord, je mettrai les liens en description. Et vraiment, et puis moi je voudrais témoigner aussi, je me suis formée dans une excellente école de kiné dans les années 2000 et à l'époque on a eu un cours sur le périnée qui était celui de l'accouchement et après on n'a plus jamais parlé du périnée et on a appris les abdominaux en faisant des abdominaux hyper précis et pourtant j'étais dans une école très très connue, donc c'est pour vraiment resituer dans le contexte historique et montrer à quel point ton travail a été avant-gardiste et précurseur. Merci, mais des fois trop tôt. Oui, c'est vrai que maintenant c'est des choses qui nous semblent évidentes, mais qui l'étaient pas. Quand j'ai fait mon livre sur l'abus sexuel, c'était en 2002. Oui. Et c'était beaucoup trop tôt aussi parce qu'il fallait passer à la caisse, parce que j'avais pas la diffusion que j'ai aujourd'hui et pas de réseau pour dire c'est intéressant, c'est pas intéressant, on peut dire les deux, mais il fallait savoir que ça existe. Qu'est-ce que tu veux dire par passer à la caisse? Tu veux dire que les lectrices étaient honteuses d'acheter ce livre-là en passant à la caisse, c'est ça? Le regard de l'autre? Bien sûr. D'accord. Je pense que c'est difficile. Il y avait celui-là qui posait problème et Constipation Solution. D'accord. Qui est sorti en quelle année? Alors exactement, j'ai plus. En gros. Tout ça, c'est dans les années entre 2000 et 2005. Quoi. D'accord. Constipation Solution, c'est pareil. Il fallait passer à la caisse, tout le monde rigolait. D'accord. Et on en profite pour dire ici que c'est une des premières choses à traiter quand on a une patiente qui souffre de troubles du périnée, quel que soit le trouble, c'est traiter sa constipation, ça fait partie des bases. J'imagine que tu es toujours d'accord avec ça. Oui, tout à fait. Et le nombre de gens concernés de tous âges, hommes, femmes, enfants, quel que soit le mode de vie, c'est quelque chose qu'on retrouve énormément.
la constipation. Et à l'époque, j'avais regardé, c'était le premier budget d'automédication. D'accord. Et ça, parce que tout le monde essaye des trucs. Et ça concernait plus de 50% de la population. Et si on met les personnes âgées ou les gens qui ont des traitements médicaux qui constipent, c'est encore beaucoup plus. Dans le monde du yoga, il y a des modes également. Et une mode actuellement, c'est la mode du fascia, hein, qui vient en force avec des thématiques comme la biotenségrité. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, de simple à comprendre pour nos lecteurs? Et est-ce que c'est si nouveau que ça? Alors, c'est pas nouveau. Ça s'appelait pas comme ça s'appelait le tissu conjonctif. Et quand même, pour rendre hommage à Kapanji, dans son dernier livre, donc il était vraiment pas jeune, il était tout à fait à jour. Il y a la tenségrité, il y a Gumberto, il y a cette notion de fascia, il était tout à fait à jour. Donc c'est évident dans le yoga puisque on est dans le global, puisqu'on respire et puisqu'on est on peut bouger sans bouger, c'est-à-dire on n'est pas obligé de sauter, de courir, et c'est à l'intérieur, on fait beaucoup bouger à l'intérieur et tout est relié. J'ai fait une IRM avec la fausse inspiration thoracique, par exemple, et on voit quand le diaphragme bouge, tout ce qui bouge à l'intérieur. C'est exactement ça. Et les fascias, c'est intéressant, mais on ne sait pas trop comment on les travaille, comment on les étend, comment on les renforce, c'est pas si simple. Donc, effectivement, c'est par la respiration et la mobilisation intérieure. Et donc, oui, on est complètement dedans avec le yoga. Alors, je conseille, puisque dans les références, d'aller voir sur Internet des petits extraits de Gumberto. C'est magnifique, c'est une véritable feu d'artifice quand on touche quelque part de tout le corps qui est concerné. C'est les vidéos comme architecture d'intérieur, par exemple. D'accord. Les petits extraits qui sont accessibles, c'est vraiment magique, je trouve. Ça explique aussi tout l'intérêt du massage, qui ne touche pas que le côté le massage, la peau, le muscle, mais ça va jusqu'à l'os, ça va jusqu'à toutes les couches, et aussi comment fonctionnent les arrêts, les brides, les cicatrices qui bloquent le passage. L'énergie ne passe pas. Bon, le yoga, on parle d'énergie. L'énergie, on ne sait pas trop comment on va la mesurer, la représenter, etc. Mais c'est un peu comme le fascia, c'est des choses qu'on perçoit, qui sont là, mais qui sont difficiles à mesurer, à visualiser comme ça. Là, même par l'imagerie, c'est difficile. Tu as également beaucoup conceptualisé les notions de caisson et de bandha. Ces notions te sont apparues en pratiquant, en fait Oui, mais c'est toujours un peu des rencontres. En fait, j'ai affiné tout ça, parce que je faisais le Uddiyana Bandha, entre autres, le Noli. Mais bon, je faisais ça comme j'aurais fait une chandelle, autre chose, quoi, pas plus. Et j'ai commencé à trouver ça d'autant plus intéressant quand j'ai rencontré Coffrier, Marcel Coffrier, qui a développé la gymnastique abdominale hypopressive. Et quand on voit les photos de la gymnastique hypopressive, qui aujourd'hui s'appelle stomach vacuum, c'est pas nouveau du tout, et c'est vraiment Uddiyana Bandha. Et c'est à partir de là, et en voyant tout ce que, par la gym hypopressive, comment on jouait sur le périnée, l'incontinence et les descentes d'organes, que je me suis dit que le Uddiyana Bandha, c'était vraiment énorme. C'était pas juste un petit truc qu'on fait comme ça, voilà. Et j'ai un peu approfondi c'est quoi, comment on le fait, pourquoi on le fait, et
Et j'étais émerveillée, comme souvent, de voir que par le yoga, les anciens avaient tout compris, sans pouvoir l'expliciter de façon scientifique comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut mesurer. Vous voyez, mesure les pressions dans l'abdomen. Et à partir de ça, enfin, il en découle les pressions dans le médiastin, vers la tête. Donc des contre-indications éventuelles et toute une biomécanique de tout l'ensemble des caissons, effectivement. Et on a bien les 3 bandhas, ou la bandha, qui est bien le périnée, qui n'était pas nommé périnée, mais remonter de l'anus. Et donc on est bien dans cette idée de remonter, de partir du bas. Aujourd'hui, en anatomie, je sais que c'est ton domaine de faire les rapprochements, remonter de l'anus, on fait ça avec un muscle qui s'appelle élévateur de l'anus. Bon, voilà, donc aujourd'hui, ok, ça, c'est évident. Et puis après, il faut remonter le diaphragme, mais on n'a peut-être pas encore en médecine assez compris à quel point remonter le diaphragme au-delà de l'expiration amener de choses incroyables, quoi. Au niveau de toutes les pressions, de le drainage, les l'essorage, le retour veineux, le retour lymphatique, enfin ça joue, ça mobilise le grille costal, le foie, les reins, enfin, ça agit sur les viscères, ça agit sur les fonctions, respiration, digestion, circulation, voilà. Par le mouvement du diaphragme qui ne peut pas se faire si on n'a pas une bonne position et si on ne remonte pas le sternum. Et pour remonter le sternum, il faut bien placer la nuque, ce qui veut dire, voilà, c'est toute une chaîne de placement, sinon ça marche pas. Et c'est justement ça. Est-ce que tu pourrais préciser ce que tu entends par remonter le diaphragme au-dessus de l'expiration? Quand on expire, dans le bon sens, parce qu'il y a plein de gens qui respirent à l'envers, théoriquement, on pousse le diaphragme vers le haut. Alors déjà, trouver des muscles qui poussent vers le haut, c'est pas évident. Il y a beaucoup qui tirent vers le bas, qui serrent au milieu, mais qui poussent vers le haut, il n'y a pas beaucoup de muscles. Et si on est un peu logique, on part du plus bas. C'est dans le fameux tube de dentifrice. Par de là, on remonte l'anus. Et puis, on expire parce que c'est l'expiration normalement qui pousse le diaphragme vers le haut parce que ça pousse et on repousse les viscères vers le haut, les viscères repoussent le diaphragme qui pousse l'air, voilà, c'est l'expiration. Mais je peux expirer à fond, je n'ai pas créé de vide, je n'ai pas créé ce mouvement que Coffrier appelle l'aimantation, l'aspiration. Pour créer l'aspiration, il faut pas seulement pousser le piston diaphragme, mais après, il faut le tirer encore vers le haut. Et pour le tirer vers le haut, on va monter le sternum, mais sans respirer. Je fais ça, je ne crée pas de vide, je fais aucune aspiration. Le diaphragme est descendu. Donc je vais monter le sternum qui va tirer le diaphragme vers le haut, alors on a déjà vidé au maximum. Donc ça va créer une sorte de massage, de drainage, c'est vraiment de l'essorage viscéral. Pour moi, ça évoque toujours le sac à congélation. Ok. Autour des viscères. Et ça fait un super drainage. Et ça fait à tout niveau, parce que tous les niveaux hormonaux, on va bouger les surrénales, on va masser les ovaires. Donc, ça va jouer sur les hormones, ça joue à tous les niveaux. Et ça laisse rarement indifférent, hein, quand on le fait faire pour la première fois à une patiente, hein, le plus souvent, il y a des réactions quand même très, très contrastées, hein, avec des fois des tensions dans le dos. Est-ce qu'il y a des contre-indications particulières, hein? Alors, ce qui est compliqué, c'est que moi, quand j'ai appris le yoga, je ne parlais pas de contre-indication, évidemment. Je ne savais pas.
on a parlé des contre-indications à partir des travaux de Monsieur Coffrier, kinésithérapeute belge, parce que il a un protocole de travail extrêmement précis, mais extrêmement exigeant. Il demande des apnées très longues et il fait des répétitions pour arriver à modifier les gaz du sang. D'accord. Donc, c'est d'une puissance très très importante. Et dans ce cadre-là, il y a des contre-indications de précaution, on va dire. Donc, il dit que il faut pas le faire sur une femme enceinte, mais vu la durée des apnées, de toute façon, il n'y en a aucune qui le fera, qui aura envie de le faire. Il dit qu'il faut pas le faire chez des cardiaques, chez des gens qui ont des problèmes d'insuffisance respiratoire, mais c'est un peu des principes de précaution. Ça n'a pas été étudié, mesuré. Bon. Voilà, mais par précaution, pourquoi pas. Hypertension artérielle, parce qu'on va comprimer beaucoup au niveau médiastinal, là, la partie thoracique, il y a beaucoup de pression, et du coup pression dans la tête avec la pression oculaire. Beaucoup de gens ne savent pas qu'ils sont hypertendus, alors oculaire encore moins. C'est un peu difficile, donc, mais il s'agit d'exercices à haute dose. Quand je fais faire deux ou trois fois juste remonter le diaphragme au-delà de l'expiration, sans chercher à durer, personnellement, j'ai pratiquement pas de contre-indication. J'ai de l'inconfort. Quelqu'un qui a une hernie hiatale, une femme enceinte qui a un utérus très haut, qui a plein de reflux, bah, c'est pas confort de faire ça. Mais quelqu'un qui a pas de pathologie, bah, c'est juste un petit coup de barattage, de ventouse, un peu comme si je reste dans une posture inversée quelque temps. C'est un peu la même chose. Donc moi j'ai très très peu de contre-indications. En revanche, pourquoi on le fait, hein? Voilà, c'est juste pour faire la photo, ce qui se passe souvent. Là, ça va pas marcher parce que ceux qui le font de façon très spectaculaire, ben, ils en auraient justement pas besoin. J'ai peur parce que c'est déjà comme ça, les cages thoraciques comme ça, et ils augmentent encore. Et donc c'est toujours un peu l'exagération, mais c'est parce que c'est facile pour eux qu'ils le font tout le temps. Donc là, on est un peu maso, hein. Ce qui est trop facile, il faut pas trop privilégier, il faut aller voir ce qui nous est un peu difficile. Et donc, c'est intéressant pour ceux dont les côtes bougent pas, ou très peu. Et il y a beaucoup de gens quand même. Ceux-là, oui, ça peut vraiment les aider, leur apporter beaucoup d'avoir cette mobilité, de retrouver cette mobilité. Mais quand c'est trop facile et qu'on voit vraiment ces côtes écartées au maximum, ça n'apporte plus rien, ça n'apporte plus rien. Et c'est ça, c'est tellement vrai. C'est les gens les plus fermés au niveau du diaphragme qui n'ont pas la capacité à ouvrir les côtes, qui vont pas aller vers ce genre de mouvement en disant c'est trop difficile, je le fais pas. Alors que précisément, un tout petit peu, ça leur permettrait d'ouvrir énormément, libérer énormément, ne serait-ce que la respiration. C'est tellement vrai. Alors, donc je rebondis un peu, puis je profite. C'est bien que sûr. À cause des contre-indications énoncées par Coffrier, ça s'est transmis à on ne peut pas faire la fausse inspiration thoracique. Donc c'est une traduction de Diana Jalandhara, c'est pas un mot que j'ai inventé. Et on peut pas faire ça chez les femmes enceintes, ensuite de gauche, ça ceci, etc. Alors que moi j'ai jamais dit ça parce que c'est vraiment très très limité ce que je fais. C'est juste une fois ou deux, et que quelque part, ça ressemble en termes de posture et de ce qui se passe au vomissement. Voilà. Et on ne vomit pas la tête comme ça, pliée en deux. Comment, bon. Et si le vomissement était grave, et en particulier chez les femmes enceintes, ça serait très 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 ennuyeux. Oui, je comprends. Pas agréable, c'est pas confortable.
mais il n'y a pas de vrai danger. Et ça, c'est un peu énervant de voir tout le temps la simulation, que les gens pensent que la fausse aspiration est contre-indiquée pendant la grossesse. Une femme qui a un utérus très bas, qui comprime tout, qui a des varices vulvaires, qui a des varices dans les jambes, qui a des hémorroïdes, qui ne rêve que de remonter son ventre et se mettre à l'envers, ça lui fait beaucoup de bien. Aussi, c'est chaque fois, il faut regarder ce qu'il en est. Oui, et puis peut-être, et puis il y a la grossesse physiologique et puis il y a la grossesse pathologique aussi. Il faut peut-être faire un peu la part des choses sur les menaces d'accouchement prématuré ou des choses comme ça. En fait, ça ne déclenche pas de contraction. D'accord. Mon expérience, la fausse aspiration ne déclenche pas de contraction pendant la grossesse, alors que n'importe quel mouvement de grand droit, lever la tête, il y a une contraction. Tout le temps. On peut tourner, on pousse sur le ventre, il y a une contraction. La fausse aspiration, il y en a pas. Et on ne peut pas déclencher des contractions qui ouvrent le col quand c'est pas le moment, quand c'est pas mûr hormonalement. Et c'est pour ça que même avec des hormones de synthèse, on ne déclenche pas tous les accouchements. Parfois, ça ne marche pas parce que c'est pas le moment. Merci infiniment pour toutes ces précisions parce que ça tord le cou à beaucoup d'idées reçues sur les indications et contre-indications d'Uddiyana Bandha. Et dans la méthode de Gasquet, alors dans ce yoga de Gasquet, quelle part prennent les respirations, les fausses inspirations thoraciques par rapport à l'expiration physiologique? C'est très, très réduit. C'est un exercice. Mais vraiment, dans les cours de base, je fais beaucoup de purges respiratoires. C'est-à-dire faire respirer, vider toutes les parties du poumon pour que il y ait beaucoup d'échanges d'air nouveau qui reviennent et de mobilité du sternum, des côtes, respirer devant, derrière, à droite, à gauche. Mais je fais peu de fausses inspirations. Je fais ça après Noël, parce qu'il y a un côté botox, voilà. Mais ce n'est pas ma manière de travailler les abdos. Je travaille les abdos hypopressifs de temps en temps, mais très peu. Normopressifs, c'est la vie. On n'est pas en hypopression. Et je soulève une charge, c'est là où je dois me protéger. Donc c'est hyperpressif, mais je me protège quand même, en poussant vers le haut et pas vers le bas. Et non, c'est pas du tout quelque chose que je pratique beaucoup. C'est un exercice parmi tant d'autres. En revanche, ma méthode, c'est posturo-respiratoire, c'est qu'il n'y a pas, dans chaque posture, on a une respiration dont la base est toujours l'expire pour le temps actif, le temps d'effort, mais selon la posture, ça va être plus à droite, plus à gauche, plus en haut, plus en bas. La posture détermine la respiration et la respiration façonne la posture. Mais non, je fais pas beaucoup de fausses inspirations, mais je fais beaucoup d'expirations. Ouais. Alors ça, c'est aussi une précision vraiment importante, parce que ça fait partie des idées préconçues qu'on a sur la méthode de Gasquet, que tout serait en apnée, en fausse inspiration thoracique. Alors, Et parfois, on me demande, les journalistes, faire un article sur la gym hypopressive. Je ne suis pas la gym hypopressive, c'est Marcel Coffrier. Je suis hypo de temps en temps. Et ces purges du diaphragme dont tu as parlé, ces purges respiratoires, là c'est pareil, je pense quand même que c'est vraiment ta patte, parce que j'avais fait quand même beaucoup de formations en rééducation, disons gymnique, et je les ai vraiment apprises chez toi. Et voilà, après je les ai énormément utilisées, c'est vraiment des apports sensationnels, vraiment très fins, très précis, et qui sont pas non plus issus du monde des pranayamas habituels en yoga. Ça, c'est un peu Jacques Thibault, Ouais, voilà. On sent qu'il y a une patte quand même qu'on trouve pas ailleurs. Est-ce que tu peux nous définir vraiment le but, c'est vraiment on va chercher loin une expiration dans des
postures différentes pour vidanger chaque partie du poumon. Est-ce que c'est bien résumé comme ça? C'est d'abord le piston diaphragme, pousse le diaphragme vers le haut, on laisse entrer l'air. On cherche pas l'air, on gonfle pas le ventre, on serre pas le ventre, on pousse vers le haut et on inspire quand on ramène. Ce qui est à l'inverse de beaucoup de choses où on inspire et on expire. Moi, j'expire et j'inspire. Oui. Et ça se justifie dans le chant, dans plein de choses, en fait, quand on réfléchit bien. Mais spontanément, les gens font plutôt l'inverse. Donc ça, c'est le premier. Augmenter la mobilité du piston diaphragme. Et puis, après, on essaye de redresser le haut du dos en ouvrant le devant, en creusant le haut du dos. Mais seulement le haut du dos, pas la lordose, pas la cambrure. Et bon, du coup, l'air va aller là où il y a de la place. Donc, quand je vais inspirer, c'est fermé derrière, ça va vider l'arrière, ça va remplir l'avant. Après, je fais l'inverse, je vide l'avant et l'air va aller derrière. Et en fonction de zones douloureuses, de zones de scoliose qui sont creuses d'un côté, ça respire pas, on peut diriger l'air qui va faire bouger les côtes et qui va changer, modifier la posture. Voilà. C'est des techniques fabuleuses. Alors, les professeurs de yoga se posent énormément de questions sur quelque chose qui est absolument naturel pour un kinésithérapeute. C'est donc d'engager le périnée sur l'expiration. Alors ça, bon, j'imagine que je suis pas la première à te poser la question. Donc, pour les kinés, pour nous, c'est normal. C'est la physiologie, c'est la biomécanique. Mais pour beaucoup de profs de yoga, ils ne comprennent pas pourquoi on engage sur l'expiration. Est-ce que ça t'ennuie de revenir là-dessus? Alors, je suis pas sûre d'avoir une réponse qui répond à tout le monde, mais très souvent le problème c'est que beaucoup de gens respirent à l'envers. C'est-à-dire qu'en inspirant, ils remontent. Ils remontent tout. Ils disent, c'est plus facile de serrer le périnée en inspirant. Ça remonte, ça remonte. Oui, ça remonte. Et tu respires à l'envers, hein. Et deux, c'est pas le périnée qui l'a fait. Tu l'as remonté. Mais on peut remonter, serrer, on a l'impression. Et puis, à quoi ça sert? Enfin, quand je parle de Mula Bandha, c'est que je veux lutter contre les forces descendantes, contre la gravité, et je veux pousser vers le haut. C'est quand même bien yoga. La Kundalini, elle est en bas. La racine, elle est en bas. Je dois faire monter. C'est tellement, justement, en accord avec et le grandissement, ce redressement. C'est en descendant que je veux dire. Et cette respiration n'est pas une respiration de détente, c'est la respiration de la peur. On dit respirer à fond pour vous détendre. Ben non, ça, c'est pas respirer à fond déjà, et c'est plutôt la peur que la détente. Ça nous paraît normal de faire ça, voilà. Ça paraît intuitif et spontané, voilà, d'inspirer en montant les bras, en contractant le périnée. Disons que comme on sent que ça remonte, ça paraît plus facile de le serrer. Mais en fait, souvent, c'est passif dans le périnée. Quand je contracte vraiment, je dois partir du bas et je dois remonter l'anus et l'espace entre les deux fesses, quoi, entre les deux ischios. Ok, et du coup, le temps inspiratoire, c'est plutôt un temps, alors, passif, hein, dans lequel on peut relâcher et détendre un peu le périnée. Et oui, mais en fait, il est déjà détendu. Parce que dans la mesure où c'est une contraction volontaire, là, c'est une contraction volontaire. Donc, basique, c'est-à-dire de contraction courte, de mouvement qui raccourcit le muscle, ça ne peut pas durer longtemps. Ça ne tient pas dans le temps. C'est le propre des contractions basiques. C'est-à-dire que si je plie mon coude,
je vais pas rester toute ma vie comme ça. C'est fait pour faire contracter, relâcher, bouger, mais pas rester. C'est pas des muscles de tonus qui tiennent. Et donc, si on fait cette contraction du périnée et qu'on remonte le diaphragme, le périnée doit se détendre. Si je reste verrouillée, je peux pas monter mon diaphragme. Je bloque tout vers le bas. Je verrouille. Il n'y a rien qui peut remonter. Et ça, c'est difficile à comprendre pour les gens. C'est que je démarre en contractant, et puis c'est le diaphragme qui prend le relais et qui tire vers le haut. Et le périnée, à ce moment-là, se détend. La détente du périnée, c'est sur la remontée passive du périnée. Quand je suis sur la tête, le périnée ne se contracte pas. Quand j'éternue et que ça pousse le diaphragme vers le haut, le périnée ne se contracte pas. Pour faire l'expérience, si ça suffit pas comme expérience, parce qu'on peut ne pas avoir de sensation fine dans le périnée, prenez une cuillère à café, déclenchez le réflexe nauséeux, vous verrez si le périnée se contracte. Ok. Ouais. C'est pour ça que dans l'obstétrique, on dit le vomissement au moment de l'accouchement, c'est une très bonne chose. Ça relâche le périnée et ça serre les abdos et ça remonte l'utérus. D'accord. Ouais, oui. Bah, effectivement, hein, ces notions-là, elles sont pas claires et pourtant, bon, Dieu sait que je suis formée, que j'ai suivi la méthode de Gasquet et tout, mais c'était encore des notions, voilà, qui font sens aujourd'hui, qui m'éclairent également. Merci pour ça. Du coup, pour les périnées hypertoniques, est-ce que les consignes changent? En fait, c'est un peu comme le diaphragme. Le périnée, on dit le périnée, il est trop mou, il est trop dur, il est trop rigide. Le plus souvent, c'est pas tant le muscle que ses insertions. Le diaphragme bloqué, c'est souvent que les côtes ne bougent pas. Voilà. Et le périnée qui bouge pas, c'est souvent un bassin qui est complètement fermé. Bon, pas complètement, parce que je veux quand même qu'il y ait des ouvertures, mais où les os du bassin sont maintenus dans un raccourcissement. Et ce périnée, il bouge pas. C'est-à-dire qu'on peut pas le contracter. Il est déjà rétracté. Pas contracté, rétracté. Je serre, ça ne bouge pas. Je relâche, ça ne bouge pas. Pour moi, c'est le biceps, là. Je fais ça, il n'y a pas de problème, mon biceps il fonctionne, il va se développer, mais il va être capable de s'étirer. Mais si je fais ça, je ramène le bras pas saigné. Mon biceps ici, il est raccourci, il est gonflé. Il n'a rien fait, mais il est gonflé. Mais quand je veux serrer plus, il n'y a rien qui bouge. Et je veux relâcher, il n'y a rien qui bouge. Je peux masser très longtemps, ça ne bougera pas. Je dois libérer l'articulation. Et donc, c'est des bassins qui sont maintenus, fermés, avec une dominante de muscles qui ferment, c'est-à-dire les rotateurs externes de hanche, voilà. Et c'est beaucoup les sportifs, parce que le sport, c'est debout, et quand on est debout, ça doit être fermé en bas. Et souvent, on veut traiter le problème par le muscle, le renforcer, le masser, l'étirer. Je sais qu'il y en a des trucs pour préparer, soi-disant, le périnée. Et en fait, le problème n'est pas là, le problème, il est dans le bassin. La mobilité du bassin. Mais on confond mobiliser le bassin avec cambrer, décambrer, qui est mobiliser une charnière. Et le reste ne bouge pas. Il n'y a rien qui bouge dans le bassin quand on fait ça. Ça, c'est pas bouger le bassin. J'ai la charnière, toujours la même, celle où il y a toutes les hernies. On bouge le bassin par la rotation des hanches. La rotation des hanches, interne, externe, ou quatre pattes debout. D'accord. C'est vraiment, il y a des équivalents entre la rotation interne et la posture quatre pattes. Tous les quadrupèdes, ils sont en rotation interne des quatre membres. Et l'homme debout est en rotation externe des quatre membres. Mais pas les pieds en canard. Mais l'homme debout, c'est fermé en bas.
Donc, pour moi, les sportives, aujourd'hui, je suis d'une génération, le sport pour les femmes... Oui, c'était pas ça. C'était pas recommandé. Hein. C'était surtout qu'on n'y pensait même pas. Je veux dire, on n'avait même pas de pantalon. On avait des jupes, on n'avait pas de chaussures pour courir. On pouvait danser, marcher, faire du vélo, nager peut-être. Mais on n'imaginait pas aller courir. Et le sport s'est démocratisé. Mais quand j'étais jeune, le tennis c'était réservé aux frères Lacoste. Hein. C'était très cher. Le ski, c'était horriblement cher, sauf si on est né dans la montagne. Bref, déjà apprendre à nager, c'était bien. Longtemps, tout le monde ne savait pas. Et du coup, c'était une vie quotidienne. On se penche, on se lève, on crapahute, on monte aux arbres. Voilà. Mais on fait pas des séries d'abdos, de machin. C'était pas du tout dans la culture. Aujourd'hui, les filles, autant ou si ce n'est plus que les garçons, font du sport, plusieurs sports, mais la majorité des sports, c'est quand même debout. Et ils arrivent au moment de la naissance d'un bébé, plus âgé, et ayant fait plusieurs années de sport. Ça, c'est pas ce qui va assouplir leur périnée. Donc, tu as l'impression qu'il y a de plus en plus de périnées hypertoniques ? Ouais. D'accord. Hypertonie, c'est plus difficile à travailler que hypotonie. Ah oui, je suis bien d'accord. Il faut rater à la limite. Mais voilà. Et je trouve que il n'y a pas de sport à quatre pattes. Et c'est un des atouts majeurs du yoga que de dire on peut travailler en yoga assis. Et le sport, on travaille assis. Sauf en e-sport. De travailler couché, sur le dos, sur le côté, sur le ventre. On travaille à quatre pattes, on travaille à l'envers. C'est ça qui est intéressant dans le yoga, c'est qu'on va travailler toutes les dimensions. C'est ce qui m'énerve quand je vois yoga prénatal, guerrier. Elle est déjà dans la gravité toute la journée. Elle fait en yoga, c'est pour faire autre chose que d'être encore debout et encore debout. On peut faire un guerrier, on peut en faire un, mais c'est pas l'exercice de choix de la femme enceinte. Et souvent, les pratiquantes de yoga s'inquiètent à l'inverse de rendre leur périnée hypertonique avec une mauvaise compréhension de Mula Bandha qui serait une contraction inspire-expire trop tenue en fait. Hein. Oui, mais en fait, d'une part, c'est pas possible, tenir très longtemps. Et si on contracte activement un muscle, on le détend après. Donc, on le bouge. Donc pour toi, c'est un faux sujet. Ce qui ne va pas, c'est qu'il soit toujours maintenu dans la même position, maintenu par le bassin. La méthode de Gasquet, elle est complexe parce qu'elle tient compte de la posture, de la respiration. Et souvent, les patients sont les premiers à dire « Oh là là, il y a beaucoup de choses à penser ». Et pour un prof de yoga qui devrait l'enseigner en cours collectif, quels conseils tu donnes pour la pédagogie ? Par quoi on commence en fait quand on veut faire du de Gasquet ? C'est ce que dans mes formations j'appelle les fondamentaux. C'est les placements. Donc la posture assise, la posture quatre pattes, la posture couchée, sur le dos, sur le côté, sur le ventre, la posture debout et accroupie. Les placements dans ces postures, posture juste. Posture juste, elle n'est pas unique, elle dépend que de la morphologie, mais pour moi, une posture est juste quand le diaphragme peut bouger, quand on voit une respiration libre abdominale possible. Après, je peux faire exprès de ne pas respirer abdominal, mais je le fais exprès. C'est autre chose. Mais spontanément, les chiens, les chats, ils respirent par le ventre, les bébés aussi. Nous, non. Pourquoi ? Parce qu'on est plié en deux. Voilà. Si on est avachi, on respire plus par le ventre. Si on est cambré, on respire plus par le ventre. Donc, toujours placement et auto-grandissement, c'est-à-dire entre les épaules et le bassin, la plus grande distance. Ça ne veut pas dire que je suis raide comme un piquet. Je peux être la plus grande distance entre les épaules et le bassin, en étant dos creux, dos rond, en torsion, en inflexion,
sur la tête. C'est pas juste rester comme ça, rigide. Ouais. Et ça respire. Donc, ça bouge dedans. Mais il y a plein de gens, ils sont pas capables d'imaginer que bouger, ça peut être autre chose que courir. Ces gens. Ouais. Il y a vraiment une mauvaise compréhension de ta méthode. Souvent, c'est tout à fait juste ce que tu dis. Souvent, les profs de yoga, quand ils pensent à la méthode de Gasquet, ils pensent qu'il faut être érigé comme un bâton et puis qu'on a rien de droit de faire dedans. Alors qu'au contraire, la flexion, tu en parles, c'est abordé dans tes cours, l'extension également. Tous les mouvements sont abordés, mais c'est juste cette compréhension de l'éloignement des deux ceintures avec la respiration coordonnée. Je parle des animaux beaucoup, c'est très tendance aussi en ce moment, mais bon, ça a toujours été dans le yoga quand même, il y a beaucoup de bestioles dans le yoga. Donc, regardez les chiens, les chats, ils s'étirent. J'ai jamais vu un chat cambré, jamais vu un chat la tête en arrière. Ils s'étirent en creux, en rond, en torsion, en inflexion, dans tous les sens. Et ils baillent, parce que si on s'étire, ça veut dire qu'on libère le diaphragme. Et voilà, c'est ça un peu le modèle. On peut bouger dans tous les sens, mais il y a des gens qui ont intérêt à chercher à être plus creux parce qu'ils sont trop ronds, et d'autres qui sont trop creux, on va aller. Et on cherche toujours à rééquilibrer, pas aller au maximum de la morphose. Contrairement au sport où l'hyper-performance, c'est vraiment aller dans un sens, être le meilleur dans un sens, tant pis pour le reste. Dans le yoga, on ne cherche pas l'hyper-performance, on cherche rééquilibrer. Oui, c'était passionnant, c'est ton introduction là, voilà, rééquilibrer entre l'hypertonique, l'hypotonique, rééquilibrer le tonus, rééquilibrer la mobilité aussi, pas aller dans cette souplesse qui soit de l'hyperlaxité. Voilà, voilà, cette recherche d'équilibre là, c'est aussi bien articulaire que musculaire, que facial, on peut dire. Voilà, c'est tellement ça. Alors du coup, une question qui revient régulièrement dans les profs de yoga, le yoga méthode de Gasquet, c'est quand même sensiblement éloigné du yoga traditionnel. Alors est-ce encore du yoga ? Moi, la question, je la pose autrement, en fait. Pour moi, le yoga, il y a tout dans le yoga. Donc, il sort des méthodes corporelles tous les matins, maintenant, parce que c'est déjà dans le yoga. Il y a tout dans le yoga. Alors, c'est pas parce que tout d'un coup, je mets un ballon que c'est plus du yoga. Non, dans le yoga des origines, il n'y avait pas de ballon. Par exemple. Mais le yoga, c'est vraiment, voilà, c'est le placement, la respiration, la mobilité qui peut être totalement immobile, voilà. Et donc, oui, ça ressemble pas à un cours de yoga classique. Certaines fois, oui, mais oui, pour moi, c'est encore du yoga parce que on recherche l'équilibre, le mieux-être pour chacun en fonction de sa morphologie, de son âge, Et il y a des gens qui vont être très sensibles à la visualisation, d'autres pas. Il y a des raids, il y a des voilà. Donc c'est d'ailleurs un des thèmes que j'ai beaucoup aimé dans le dernier Info Yoga, l'adaptation du yoga. Oui. Si c'est une adaptation pour le bien de la personne, je suis d'accord, ça ne me gêne pas. Je suis pas pour garder le truc pur et pur qui était fait pour des morphologies qui sont pas les nôtres en plus. Les images qu'on a, ça ne nous correspond pas. Donc pour moi, la posture, on sait qu'elle est bonne pour cette personne et qu'elle est juste quand on la voit bien respirer. Et tu disais aussi par rapport à ça que finalement on s'appropriait la méthode et ensuite ce qui compte c'est d'avoir compris ce qu'on faisait, pourquoi on le faisait et pour qui on le fait en fait. Oui, c'est effectivement c'est une méthode qui tous les jours les enseignants
des professionnels de santé me disent « Ah ben oui, moi je l'applique à ça, je l'applique à ça. » Le week-end à la sclérose en plaques, d'autres cancers du sein, d'autres à des performances sportives, évidemment. En fait, ce sont des bases. Et ça s'applique à énormément de choses. Après, c'est question aussi de sensibilité. Personnellement, je fais pas de cours de yoga pour enfants. Parce que j'ai pas la pédagogie pour les enfants. Je vais manquer d'idées. J'avais une élève qui était géniale avec ça. Mes enfants ont fait du yoga avec elle. En revanche, j'ai commencé ça, je sais faire. Bon, les seniors, je sais faire. Les sportifs, je fais une partie, je fais la base, et après, il faut voir des gens qui connaissent ce sport, qui peuvent adapter à ce sport. Le yoga, mes principes, j'étais à l'INSEP, on a fait le tour de toutes les disciplines olympiques, ça s'applique à tout, sauf au hockey. Parce que qui en deux, ils peuvent pas faire autrement. Sinon, on peut faire ce grandissement dans toutes les pratiques, en fait. Mais par exemple, pour le hockey, rien n'empêche d'avoir une préparation physique en méthode de Gasquet et puis qui soit complémentaire avec l'entraînement. On peut accepter de sortir de la posture sans pour autant perdre dans le hockey, si? Alors, au moment du geste, c'est très difficile. D'accord. Mais avant, après, on peut rééquilibrer justement les tensions. Mais oui, c'est pas du yoga traditionnel entre guillemets, mais bon, je trouve que déjà le yoga c'est tellement immense, c'est tellement énorme le nombre de postures possibles que bon. Et maintenant, la méthode de Gasquet commence à être vraiment reconnue et assez répandue. On trouve assez facilement des cours de yoga de Gasquet un peu partout. Mais si par exemple tu avais un coup de fil d'une cousine qui te disait je voudrais me mettre au yoga, mais par chez moi, mais chez qui je peux aller? Alors quel cours tu lui conseillerais ou quel cours tu lui déconseillerais? Ou est-ce que tu lui conseillerais le yoga d'ailleurs? Parce qu'il y a beaucoup de kinés par exemple qui le conseillent pas parce que les postures sont trop intenses et voilà. Qui sont des fois un peu frileux. On a un annuaire, effectivement, des professionnels formés, qui soient kinés, sages-femmes, prof de yoga, coach sportif, on a plusieurs catégories, pour que les gens trouvent des cours un peu près de chez eux. Moi, je suis un peu dans la démarche inverse. Quand des gens veulent venir faire des cours de yoga, chez moi, j'ai plus beaucoup de créneaux nouveaux, parce que les élèves ont vieilli avec moi et ils sont pas morts, pas tous morts, donc ils sont là. Et donc, quand les gens veulent commencer le yoga de Gasquet avec moi ou d'autres, j'ai plutôt tendance à les envoyer faire quelques séances individuelles avec un kiné en général, si c'est des gens qui présentent une pathologie quelconque, pour dire, précisez bien les bases, bien coachées individuellement, qu'on vous appelle les placements à la respiration et qu'on vous dise, vous, c'est plutôt éviter ça et plutôt aller vers ça. Et après, vous intégrez un cours de yoga où on peut pas, moi je corrige énormément, mais je peux pas refaire les bases tout le temps. On s'ennuie un peu, donc j'aime bien au contraire que ça passe d'abord par une éducation et après on va vers des postures de yoga alors, dans le yoga il y a de tout, il y a des postures extrêmement acrobatiques, mais il y en a aussi qui sont accessibles. Moi j'ai plutôt un yoga accessible au niveau physique. Il faut être un peu concentré, ça je suis d'accord, c'est pas intellectuel, mais il faut savoir ce qu'on fait, quoi. Être là, être présent, ça s'appelle la conscience. C'est ça aussi, quoi. Puis si on vient faire 1 heure de yoga et puis que le reste du temps on est complètement avachi, c'est qu'on n'a pas tout compris quand même. Maintenant, je vois que l'Institut de Gasquet forme aussi en Europe, en Belgique, en Suisse, en Italie. Et comment tu vois l'avenir pour l'Institut de Gasquet? Comment ça va se passer? J'ai aussi des pays plus lointains, du coup au Japon, au Québec, au Brésil.
je sais pas comment ça va évoluer d'un point de vue, je dirais, économique, d'un point de vue de l'esprit. Pour moi, j'aime bien aller voir d'autres pays qui ont d'autres cultures, d'autres nourritures, d'autres températures, d'autres façons de se bouger. Il y a dans tous les pays des danses ou des gymnastiques spécifiques qui ont un sens, qui correspondent à cette morphologie. Donc, moi, plus on pourra rayonner, je parle pas du côté économique, je parle du côté échange. Bien sûr. Pour moi, c'est ça qui est très riche, c'est de pouvoir voir comment adapter et comment se nourrir de ces enseignements. Si je vais faire des formations, d'accord, je fais la formation de ce que je sais, mais je vais le faire dans l'idée de, c'est pour moi, j'arrive, je débite mon truc et c'est tout. Je veux essayer qu'ils m'expliquent eux ce qu'ils font, comment ils le font et pourquoi, pour qu'on avance un petit peu. Oui, on va peut-être conclure là-dessus parce que tu m'as dit en préparant cette interview une petite chose absolument marquante. Le bassin de la femme africaine et le bassin de la femme japonaise, par exemple, sur l'accouchement. Voilà, comme ça induit du coup des techniques en postpartum tout à fait différentes, et même pour l'accouchement. Et du coup, est-ce que tu peux en un mot conclure là-dessus sur l'observation anthropologique, voir comment ça a nourri en fait ton expérience? J'ai donc eu la chance de pouvoir aller dans des pays très différents, d'y aller avec des professionnels de santé, pas en touriste. Et effectivement, j'aime bien essayer les choses quand je peux. Donc j'ai essayé un kimono. Franchement, j'ai pas la morphologie qu'il faut. Et si on peut plaisanter, je dis souvent, imaginez le kimono sur une africaine, ça passe pas. C'est évident. Et donc cette observation, je vois les postures que prennent les femmes qui sont à la fois liées à leurs vêtements. Les vêtements veulent dire quelque chose. L'Africaine, elle est souvent assise par terre, les jambes allongées. Bon, elle a une grande robe qui laisse passer l'air. Bon, tout va bien. La japonaise, elle a un kimono, elle ne peut pas s'asseoir de la même manière, etc. Il y a l'habit qui représente quand même quelque chose, une réalité morphologique. Et derrière, il y a les tabous, la culture, ce qui est perçu comme bien, pas bien, pour l'Afrique, coucher sur le dos, c'est insupportable. D'un point de vue physique, vu la forme du sacrum, mais d'un point de vue culturel, pour elle, c'est une posture où elle est complètement impuissante à se défendre. Elle est, voilà. Donc, pour elle, c'est pas du tout acceptable. Et donc, dans l'accouchement, tout ça, ça compte énormément. C'est-à-dire que il y a la réalité de l'accouchement, mais il y a ces projections de la pudeur qui n'est pas vue de la même manière, etc. Et c'est assez normal, je trouve, que de respecter quand une femme musulmane ou juive veut garder quelque chose sur la tête pendant l'accouchement, qu'on ne comprend pas ça, alors que nous, on est tous cagoulés en face, je ne comprends pas, moi. Quel est le problème si elle veut garder son foulard? C'est pas là que ça se passe. Donc, voilà, c'est un petit peu, il y a des choses qui ont un sens pour certaines personnes et pas pour nous. On n'est pas. Il faut arrêter de regarder le monde à travers nos yeux à nous seulement. Ouais, on n'est pas que non plus sur la biomécanique, le périnée, et voilà, on est dans un contexte aussi émotionnel et psychologique important en périnatalité. Et là aussi, avec justement la morphologie, ça va. Enfin, tout est mêlé en réalité. Tout est...
Bernadette, merci infiniment pour cet échange. Je suis vraiment très touchée que tu aies accepté de cet entretien aujourd'hui pour mes auditeurs. Et donc, je suis sûre qu'ils auront plein de questions après, qu'ils vont être ravis et voilà, que ça va nourrir encore beaucoup leur curiosité. Voilà, ils peuvent aller sur le site. Il y a beaucoup de formations, d'ateliers. Il y a aussi des programmes enregistrés qui peuvent être... Retrouver toutes les informations sur le site de Gasquet, mais aussi toutes les formations dont on a parlé en France, en Europe, au Japon, en Nouvelle-Calédonie, j'ai vu aussi. Et puis l'ouvrage Yoga sans dégâts, qui est quand même un best-seller pour les professeurs de yoga, qu'il faut avoir lu pour toutes ces histoires, au moins pour comprendre le positionnement, les postures de base, les fondamentaux dont tu parlais tout à l'heure. Merci infiniment. Au revoir. Au revoir.